Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Une réplique politique au séisme financier. Nicolas Sarkozy réclamait un plan ambitieux et concerté face à la crise. Les 15 pays qui ont l'euro pour monnaie commune sont réunis ce soir à l'Elysée. L'heure des décisions concrètes à l'échelle européenne a-t-elle enfin sonné? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Les Français sont-ils prêts à travailler le dimanche? Un sondage du jour répond oui à 67%. Le ministre du Travail, Xavier Bertrand, a apporté ce midi sur France 2 les détails de l'assouplissement de la loi, deux axes, le volontariat et un salaire multiplié par 2 ce jour-là. À suivre notre nouvelle rubrique, ils ont fait la une de l'actualité, mais que sont-ils devenus 20 ans après les versets sataniques? L'écrivain Salman Rushdie est-il toujours menacé? Maryse Burgot l'a rencontré à Londres. Le sport ce dimanche avec le football bien sûr et les deux visages hier soir de l'équipe de France. Score final 2 buts partout face à la Roumanie. Nous reviendrons sur les questions concernant l'avenir du sélectionneur Raymond Domenech. Thierry Henry est intervenu et l'a défendu aujourd'hui. Enfin la page cinéma avec le box-office et puis la sortie mercredi du film événement. Un Coluche signé Antoine Decaune. L'histoire d'un mec qui fait une nouvelle fois polémique, nous verrons pourquoi. Une réalisation et un film étonnant. François-Xavier de Maison et Antoine Decaune sont nos invités ce soir. Urgence, c'est le mot qui qualifie le mieux la situation ce dimanche à la veille de la reprise des marchés financiers. Eh bien, les 15 pays qui ont pour monnaie l'euro tentent ce soir de trouver des solutions. Ils sont tous réunis au Palais de l'Elysée et la question est bien sûr de savoir s'ils vont réussir à proposer un certain nombre de mesures concrètes, de proposer une action européenne concertée qui faisait défaut. On va retrouver tout de suite sur place Mickaël Darmon au Palais de l'Elysée. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Le message français était clair en début de journée. Nicolas Sarkozy a réclamé des mesures concrètes. Il faut stopper l'hémorragie, rassurer la population, les marchés et les banques. Alors, premier point, ce sont justement les mesures concernant le crédit interbancaire, je crois. Oui, effectivement, Laurent, dans ce sommet de crise qui est parti pour durer, puisque les 15 de l'euro sont toujours réunis, il semble bien, selon les informations que l'on récolte, qu'ils sont en train actuellement de se mettre d'accord donc sur un plan de garantie interbancaire, sur un plan d'intervention des banques, des États dans les banques actuellement, de manière donc à ce qu'ils puissent conjuguer leurs efforts, alors que jusqu'à présent les efforts étaient séparés. Donc il n'y aura pas un fonds d'intervention comme on l'a vu aux États-Unis, mais plusieurs fonds qui seront mis à disposition, dont les montants seront connus. Il y a également, on parle également donc des garanties apportées aux entreprises et donc la réponse politique donc européenne qui semble être apportée ce soir pourra être expliquée également aux ministres français demain, puisqu'il y aura un conseil des ministres extraordinaire qui devrait être réuni demain en fin d'après-midi. Merci Mickaël, on va vous retrouver tout à l'heure. Au cœur des discussions donc à l'Elysée aujourd'hui, la garantie aux opérations de refinancement des banques. Tout cela paraît un peu technique, mais pour bien comprendre, les banques ne se prêtaient plus d'argent ces derniers jours et c'est pourtant ce qui les fait vivre. Le système était donc bloqué, résultat, plus de confiance et tout le monde, par effet de domino, devenait plus que fragile. On fait le point ce dimanche avec Romain Messi et Annie Triboire. L'Eurogroupe a son plan pour redonner confiance à des marchés en détresse. Parmi les annonces qui devraient être faites, éviter à l'avenir les faillites des banques en injectant de l'argent public dans le capital de celles qui sont en difficulté. En clair, nationaliser temporairement les banques si besoin. Autre projet de l'Eurogroupe, garantir les prêts interbancaires. C'est le nœud du problème depuis plusieurs semaines, car les banques ne se prêtent plus d'argent et le crédit est paralysé. En apportant une garantie financière, l'État espère relancer la circulation d'argent. L'idée, c'est que si une banque A prête à une banque B et que la banque B ne peut pas lui rembourser à l'échéance, eh bien la banque A, la première qui a prêté, sera remboursée par l'État concerné. Donc il n'y aura plus de risque dans les relations interbancaires et a priori, ça va permettre au courant de repasser. Des mesures chocs dont le coût n'est pas chiffré, mais qui s'inspirent en grande partie du plan à 300 milliards d'euros adopté par la Grande-Bretagne cette semaine. Gordon Brown, présent en marge du sommet européen, croit d'ailleurs à un retour de la confiance sur les marchés dans les prochains jours. Mais il faudra attendre la réouverture des bourses mondiales demain pour savoir si les décisions de l'Eurogroupe ont réussi à éteindre l'incendie.
Et les 3 questions du jour sont ce soir pour Marc Fiorentino. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous dirigez une société de bourse. D'abord, est-ce que selon vous, ces décisions en cours vont dans le bon sens? Absolument, il y a un problème de fond, un problème de forme. Le problème de forme, c'est que jusqu'à présent, on avait une cacophonie complète des gouvernements européens, et y compris au sein du gouvernement français, une cacophonie qui a été très anxiogène. Le simple fait qu'on ait aujourd'hui une réunion de l'Eurogroupe avec un communiqué commun, sur la forme, c'est quelque chose déjà de très important. Maintenant, sur le fond, ce qui est très important, c'est que dans une première étape, il fallait rassurer les déposants en leur disant « vos dépôts sont garantis ». C'est fait. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des liquidités dans le système, il y a de l'argent dans le système. Le problème, vous l'avez bien expliqué, c'est que l'argent ne circule plus d'une banque à l'autre. Donc il faut tout simplement que les gouvernements garantissent le tuyau qui mène d'une cuve d'argent d'une banque à une cuve d'argent d'une autre banque. L'argent est là, il faut juste le refaire circuler. Alors c'est plus clair. Nous sommes dimanche, demain les places financières vont ouvrir à nouveau. On vient de vivre une semaine folle. Est-il encore possible que le CAC 40 rechute dans des proportions importantes? Tout est possible. Ce qui a été vécu la semaine dernière était absolument imprévisible, et tous ceux qui vous diront qu'ils l'auront prévu, je dirais, ont menti, ou en tout cas échafaudent des plans. Tout est possible, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'aujourd'hui, je voudrais juste vous rappeler un petit souvenir. En juillet de l'année dernière, le pétrole était à 145 $. À l'époque, rappelez-vous, on disait qu'il n'y avait plus de pétrole. Les gens allaient avec des barils aux pompes d'essence pour aller faire du stockage. Je voudrais vous rappeler que vendredi, et ça c'est un effet positif de la crise, il était à 75 $. Eh bien, l'argent, c'est la même chose. Il y en a, les gens le stockent, et ils vont s'apercevoir bientôt qu'il y en a trop, et la confiance va repartir. On est exactement dans la même situation. Difficile de vous dire si demain ça baissera ou non. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement, au prix auquel on est aujourd'hui, les actions sur la Bourse de Paris sont bon marché. Voilà pour cette pensée positive ce soir. Merci beaucoup. Dans l'actualité de ce dimanche également, ce sondage du JDD qui concerne le travail dominical, et les Français interrogés reconnaissent qu'ils seraient prêts à travailler le dimanche. 67% d'entre eux ont répondu positivement à la question « Seriez-vous prêt à franchir le pas ?» Eh bien, le gouvernement, dans ce contexte économique difficile, souhaite libérer le travail, accélérer la réforme. Lors d'un déplacement au centre commercial de Thiers, le secrétaire d'État à la consommation, Luc Châtel, a confirmé qu'il voulait des mesures favorisant les ouvertures de magasins. Et sur le plateau de 13h15 le dimanche, Xavier Bertrand est revenu sur l'assouplissement des règles du travail dominical. On l'écoute, il était face au socialiste Manuel Valls. Regardez. Il faut donner la possibilité, quand on travaille le dimanche, de pouvoir le faire sur la base du volontariat. Je ne suis pas rêveur. On doit faire attention à ce que ces garanties existent, pas sur le papier, mais dans les entreprises. Parce que vous savez bien comment ça se passe. Effectivement, dans les petites cellules, dans les petites entreprises, c'est difficile de refuser à son patron de lui dire non, je travaillerai pas le dimanche. Je viens de vous le dire, c'est pour ça que les textes devront être précis. Si on travaille le dimanche, il faut que ce soit mieux payé. Et pour moi, c'est clair, il faut que ce soit payé double le dimanche. Il y a beaucoup de commerces qui sont ouverts le dimanche, et cela procure à la fois de l'emploi, mais aussi des modes de consommation qui ont changé. Et donc il faut adapter la loi à ces changements. Il faut donner effectivement des garanties aux salariés qui soient payés double. Il faut une négociation avec les partenaires sociaux, mais il faut s'adapter à ce qui est un changement. Alors, face à cela, justement, côté syndicat, on évoque l'impossibilité réellement de choisir pour le salarié. Voyons les réactions aujourd'hui à Marseille, dans la zone de plan de campagne où le débat fait rage depuis bien longtemps déjà. Stéphane Despinois et Benoît Jourdan. Pare-choc contre pare-choc, les dimanches se suivent et se ressemblent à plan de campagne. Ah, le dimanche, c'est la fête à 24. Cadeau, à ce prix-là, c'est cadeau. Ici, bien sûr, difficile de trouver des opposants à l'ouverture des magasins le dimanche. Les clients qui déambulent dans les allées votent pour. Parce qu'on travaille toute la semaine, parce que ça fait quelque chose à faire le dimanche. Je n'ai que le samedi ou le dimanche pour faire mes emplettes, et c'est vrai que maintenant, on ne peut pas obliger tout le monde à travailler non plus. Il y a des clients qui se verraient bien travailler le dimanche. Si travailler plus pour gagner plus ne marche pas la semaine, cela fonctionne peut-être le week-end. Étant donné comme on est payé, alors le double on le prendrait. Férié le dimanche, moi c'est ok. À plan de campagne, les étudiants sont déjà nombreux à accepter les temps partiels et à arrondir leur fin de mois en étant payés double le dimanche. Toute la semaine on a cours, et du coup pour ceux qui veulent travailler un petit peu parce qu'ils ont des frais... Les patrons attendent avec impatience la loi autorisant le travail le dimanche, mais sans aller pour certains jusqu'à vouloir en faire un jour comme les autres. Il faut vraiment réglementer au niveau salarié, il faut que tout le monde ait les mêmes
les mêmes égalités, à savoir si on travaille le dimanche, oui, il faut doubler le dimanche, pourquoi pas, et puis il faut que tout le monde le fasse. Au contraire, les syndicats mettent en garde. À force d'être banalisé, le dimanche finira par être payé comme un jour normal. Et selon eux, les salariés qui travaillent actuellement le dimanche n'ont guère le choix. Je comprends la personne qui me dit je vais travailler le dimanche parce que j'ai vraiment besoin d'argent. Maintenant, c'est pas normal de se poser cette question-là. Il serait plutôt normal de se dire on va faire augmenter les salaires. Le débat est loin d'être clos. En tout cas, si la loi devait autoriser le travail dominical, les magasins de plans de campagne devraient bientôt y voir plus clair. Dans l'actualité politique également aujourd'hui, cette proposition d'Édouard Balladur, l'ancien Premier ministre, qui estime que dans le contexte économique actuel, la réforme de l'audiovisuel public n'est pas une priorité. Il propose ainsi un moratoire. L'argent consacré à compenser la suppression de la publicité pourrait, selon lui, servir au financement du RSA. On l'écoute, il était chez nos confrères d'ITélé. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à titre provisoire en tout cas, suspendre la suppression de la publicité sur les chaînes publiques de télévision, ce qui dispenserait l'État de les aider, et affecter le produit que l'État entendait apporter aux chaînes publiques auxquelles on retirait de la subvention, affecter ce produit au financement du RSA pour 1 an, pour 2 ans, le temps de se retourner. À l'étranger, en bref, maintenant retenons que les États-Unis ont retiré la Corée du Nord de leur liste d'États soutenant le terrorisme. Le régime de Pyongyang, en retour, a accepté de reprendre le démantèlement de ses installations nucléaires. À noter également cette mini-marée noire en cours au large du sud de l'Espagne, près du détroit de Gibraltar. Ce sont 2 cargos qui se sont échoués en raison du mauvais temps qui sont à l'origine donc de la pollution. Et puis aux États-Unis, Sarah Palin contre-attaque au lendemain de l'enquête parlementaire révélant qu'elle a abusé de son pouvoir de gouverneur en Alaska. La colistière de John McCain est apparue, vous le voyez, avec son enfant dans les bras, avant de nier les faits devant les caméras télévision. Dans 23 jours maintenant, l'Amérique fera son choix et vous le savez, il y a certains États qui pourraient faire basculer le résultat dans un sens ou dans un autre. C'est le cas de la Floride. Alain Chalvron et Aaron Diamond ont suivi les militants démocrates dans leur porte-à-porte. Ils tentent, vous allez le voir, de convaincre la communauté juive qui est assez réticente à l'idée de voter pour Barack Obama. Repartage. C'est le comté de Palm Beach en Floride, encore appelé Tel Aviv sur Atlantique. La grande majorité de la population est constituée de juifs new-yorkais venus finir leur vieux jour au soleil. Une trentaine de synagogues, un supermarché kasher qui rappelle aux clients le bon vieux temps jadis. Mais voilà aujourd'hui, les juifs sont perplexes et ne savent plus vers quel candidat se tourner. Je suis un peu perdu, je ne sais pas. Et j'ai peur. Chez Ben, c'est un peu la cantine, on y parlerait presque yiddish. Mais pour l'heure, c'est en anglais et c'est vif. Si Barack Obama devient président, j'ai peur qu'on découvre qu'il est membre d'Al-Qaïda. Et ça m'inquiète, ça me fait peur. Tu dis ça parce qu'il est noir? Non, non. Si, tu ne dirais pas ça s'il était blanc. Non, non. Obama musulman, la campagne insidieuse des Républicains a fait des dégâts. D'où l'idée lancée par un groupe de jeunes juifs de se donner rendez-vous ce week-end en Floride pour convaincre leurs aînés qu'Obama n'est pas le diable. J'ai grandi avec l'idée que les juifs étaient démocrates. C'est un peu naïf. J'ai appris combien la question d'Israël était importante et combien de juifs avaient voté républicain la dernière fois. Ils sont un millier à être venus ainsi de tout le pays. Des officiels de la campagne les ont dûment briefés sur ce qu'il faut dire et ne pas dire avant de les lâcher dans la rue. Martha est ainsi venue de Boston. Son discours est bien préparé. En fait, je vais essayer d'expliquer qu'Obama, c'est un ami d'Israël, qu'il veut parler à tout le monde, qu'il veut la paix. Hi, good morning. My name is Marcia Winnesser. Première maison, une vieille dame de 90 ans. Martha est tenace. La discussion durera une dizaine de minutes, mais à la fin, c'est gagné. Je vais sans doute finir par voter Obama, parce que je n'ai pas le choix. C'est pas vraiment l'enthousiasme, mais enfin, une voix, c'est une voix.
Merci d'être avec nous. On fait le point sur la suite du journal. Dans un instant, notre nouvelle rubrique. Que sont-ils devenus 20 ans après la sortie des versets sataniques? Maryse Burgot a rencontré à Londres Salman Rushdie. Nous reviendrons sur la situation de l'équipe de France de football et de son sélectionneur après son match nul, 2 buts partout hier en Roumanie. Enfin, Antoine Decaune et François-Xavier de Maison. Nous parlerons de Coluche, le film, événement qui fait polémique. Nous verrons pourquoi. Mais avant cela, tout d'abord, les images de cet accident de la route qui s'est produit ce matin sur l'autoroute A7 dans la Drôme, à hauteur de Savas. Accident qui a fait 3 morts. Un camion a percuté une voiture lorsqu'elle a quitté la bande d'arrêt d'urgence. Un accident parmi d'autres le week-end dans un contexte de réforme du permis de conduire. Parmi les idées avancées par le ministère des Transports, l'impossibilité pour les tout jeunes conducteurs de prendre le volant le week-end entre minuit et 6 heures du matin. C'est également en ce moment que les inspecteurs qui font passer l'examen expriment leur colère. Ils ont d'ailleurs déposé un préavis de grève cette semaine. Jean-François Firet, Vivien Roussel. Eh ben allez, on y va. Excusez un peu le retard. Hein. Le bureau de Thierry Giraud a un siège passager à l'avant d'une voiture. Okay. Il est inspecteur du permis de conduire. Chaque jour, il évalue une douzaine de candidats. On n'hésite pas, on va jusqu'aux limites autorisées pour les jeunes conductrices. Rien à voir avec une promenade de santé. Car les accidents sont fréquents, même pendant l'examen. En cas de problème, à l'inspecteur de reprendre le contrôle du véhicule. Il y a le cliché qui voudrait qu'on ait le bras à la portière et qu'on se promène. En fait, c'est pas ça, hein, non. Il y a un travail intellectuel derrière. Il y a d'une part assurer la sécurité du véhicule et des occupants, mais en même temps, il y a un travail d'expertise. Sur les épaules des inspecteurs reposent aussi les espoirs de près d'1 million de candidats par an, car pour eux, le permis de conduire s'apparente souvent à la quête du Graal. Charline, par exemple, passe l'examen pour la 4e fois, une dépense de 2 000 €. Merci mademoiselle. J'en ai besoin pour le travail parce que je me suis fait licencier à cause parce que j'avais pas le permis. Et maintenant, il faut que je trouve un autre travail et sans le permis, c'est un peu compliqué. Malheureusement, la jeune femme sera recalée comme un postulant sur 2. Les candidats sont souvent trop stressés, estime l'inspecteur. Difficile de les juger en seulement 35 minutes. Une épreuve qui se passe différemment, mais sur un peu plus longtemps, permettrait une meilleure prise en compte et un meilleur dialogue et une meilleure psychologie entre le candidat et l'inspecteur. Mais comment rallonger l'épreuve alors que les délais d'attente sont déjà trop longs, parfois plus de 6 mois? Les syndicats ont leur solution, le recrutement de nouveaux contrôleurs. On a besoin de 168 inspecteurs de plus, ce qui n'est pas énorme sur les 5 millions de fonctionnaires. Demain, les 1250 inspecteurs manifesteront à Paris, leur 2e grève en moins de 6 mois. Voici maintenant votre futur TER. C'est lui qui vous emmènera peut-être au travail le matin. Et il faut reconnaître qu'il a subi un vrai lifting. La SNCF va le tester dès décembre prochain en Bretagne. Et sa particularité, c'est son taux d'équipement technologique. On le visite avec Romuald Bonan et Michel Hiver. Comme une star de cinéma qui se dévoile au grand jour. Ambiance palais des festivals. Sur un quai de gare, car ici la vedette, c'est lui, le train. Movie TER, le dernier né de la SNCF pour les liaisons régionales. En clair, la version Matrix de l'illustre Micheline à bord. Liaison Wi-Fi, table tactile, info en temps réel ou encore des espaces nouveaux pour travailler ou pour les enfants. Une vitrine des TER du futur. Aujourd'hui, la rame dans laquelle nous circulons représente 91% des attentes clients en termes d'aménagement, d'espace de voyage et de services. Un train plus rapide, plus confortable à plus de 2 millions d'euros pièce qui d'ici 2 ans roulera partout en France. Mais c'est la Bretagne qui bénéficiera en avant-première d'une exploitation commerciale, une région où le trafic connaît une explosion sans égale. Plus de 30% de voyageurs supplémentaires par an sur certaines lignes, un incroyable boom qui grâce au nouveau TER devrait permettre de relever un autre défi, concurrencer la voiture. Pour la première fois, nous avons observé une stagnation du trafic automobile, de la masse de trafic automobile et un redéploiement de ce trafic à la faveur du transport collectif. Des trains high-tech dans une région qui fait figure de meilleur élève avec 96% de régularité, le meilleur score français. Un Eldorado ferroviaire aux antipodes du quotidien de beaucoup de voyageurs concentrés principalement en Ile-de-France. Autant dans les régions de province, on accompagne le progrès. En Ile-de-France, on n'est plus dans une logique de rattrapage. Il faut rattraper le niveau de l'offre ferroviaire par de l'investissement sur l'infrastructure et sur le matériel. On est encore au niveau des fondamentaux en Ile-de-France, je suis d'accord avec vous. Un enjeu de taille, car d'ici 2020, les besoins en TER devraient être multipliés par 3 au niveau national.
Cette décision maintenant, elle était attendue par les proches de l'Italienne Marina Petrella, l'ex-membre des Brigades Rouges, qui est aujourd'hui hospitalisée. Eh bien, elle restera en France. L'Élysée a choisi de ne pas l'extrader dans son pays, comme le réclamait une partie des familles de victimes du mouvement d'extrême gauche. La motivation de cette décision du président de la République est, je cite, humanitaire. Franck Genozo, Johan Nerton. Quelques heures après avoir appris la nouvelle, le compagnon et la fille de Marina Petrella se rendent à son chevet à l'hôpital. Depuis son arrestation, l'ancienne activiste avait fait le choix de se laisser mourir plutôt que d'être extradée vers l'Italie. Elle a obtenu le droit de rester en France. Là, elle est complètement envahie par les émotions. C'est fort et c'est dur en même temps parce que serrer sa fille dans ses bras et on voit, elle n'arrive même pas à sortir les mots tellement c'est quelque chose qu'elle attendait depuis un moment. Marina Petrella, ex-figure des Brigades Rouges, un groupe terroriste d'extrême gauche qui avait semé la terreur en Italie à la fin des années 70. Impliquée dans le meurtre d'un policier, l'activiste est condamnée à la perpétuité par contumace, car entre-temps, elle s'est réfugiée en France où le président Mitterrand a promis l'asile à ceux qui poseraient les armes. Marina Petrella y refait donc tranquillement sa vie pendant 15 ans. Mais au début des années 2000, revirement de situation, la France décide de coopérer et d'extrader Cesare Battisti, condamné pour meurtre en Italie. La décision concernant Marina Petrella est donc à contre-courant, mais l'Élysée précise que c'est une mesure individuelle pour des raisons de santé. En Italie, la décision française fait grincer les dents. Les associations de victimes estiment que c'est un chapitre du terrorisme qui ne se refermera jamais. Un nouveau rendez-vous dans vos éditions du week-end. Nous reviendrons désormais régulièrement sur une personnalité qui a marqué fortement l'actualité à une époque. Nous tenterons de savoir ce qu'elle est devenue. Ce soir, Salman Rushdie, écrivain, auteur, souvenez-vous des versets sataniques. Leur publication avait provoqué une fatwa de la part de l'ayatollah Khomeini, le guide de la révolution iranienne. Salman Rushdie, qu'est-il devenu? Maryse Burgot la rencontrait à Londres, image signée Laurent Desbois. Ce livre lui valut une fatwa, une condamnation à mort par l'ayatollah Khomeini. C'était il y a 20 ans, Salman Rushdie publiait ses versets sataniques. Nous le retrouvons aujourd'hui dans une discrète impasse de la capitale britannique. Il vécut ici une partie de ses longues années de terreur et de clandestinité. C'était cette maison-là. C'est quand même un bon souvenir. Oh, je n'y suis resté qu'1 an. Je l'avais loué et en fait c'était la fin des années les plus difficiles et le début d'une sorte de retour à la normale. Cette maison marque donc la fin d'une époque, celle où il ne sortait jamais sans ses gardes du corps. Je me revois une fois allant à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, traversant la place de la Concorde. Ils ont fermé la place de la Concorde pour moi. Et c'était tellement choquant pour moi d'être enfermé dans une voiture de police en train de traverser cette place complètement fermée à la circulation. Je me souviens, il y avait un petit café et les gens nous regardaient, stupéfaits. Ils buvaient leur tasse de café et moi je me disais, si seulement j'étais plutôt à leur place. Eux, ils étaient libres et moi j'étais en prison. Parce que les versets sataniques étaient jugés blasphématoires, ces manifestants brûlaient à l'époque des effigies de Salman Rushdie. Depuis, la fatwa n'a pas été levée, mais les autorités iraniennes ont fait savoir qu'elles ne chercheraient plus à la faire exécuter. Maintenant que c'est fini depuis bientôt 10 ans, j'espère que les gens vont enfin remarquer qu'il y a un écrivain assis à cette place. En 2007, cet écrivain britannique d'origine indienne fut anobli par la reine, ce qui suscita de nouvelles manifestations dans le monde arabe. Mais Sir Salman Rushdie refuse de rester un homme traqué. Son dernier roman est donc celui d'un écrivain libre. Il sort cette semaine en France. Le sport de ce dimanche soir avec bien sûr le football et on commence par le classement de l'équipe de France dans sa poule de qualification pour le mondial 2010. Après 3 rencontres, regardez, les Bleus sont 4e avec 4 points, une place qui leur permet d'être toujours dans la course. Hier, le match en Roumanie, en tout cas, a été un match à rebondissement, du bon, du moins bon. Et puis Raymond qui respire, le point avec Manuel Tissier et Jean-Marc Nouknouk. Stop ou encore? Raymond Domenech lui-même n'a pas la réponse. Mais aujourd'hui, la cote du sélectionneur est à la hausse. En premier lieu, car les joueurs font corps derrière lui. Et Franck Ribéry est son plus brillant allié.
Le but c'était de sauver le coach aussi? Ouais, bien sûr, le coach est avec nous, on se bat tous ensemble et on espère qu'il va rester. Pour son retour, le milieu tricolore a sonné la révolte des Français à 2-0 en faveur de la Roumanie. Le talent et la hargne de Ribéry symbolisent la force de caractère de ce groupe. La plupart des équipes auraient sombré, mais les Bleus, grâce aussi à l'égalisation magistrale de Johan Gourcuff, ont été tout près d'arracher la victoire. Et selon les acteurs de ce spectaculaire rétablissement, l'énergie de Raymond Domenech a pesé dans la balance. Il a des mots, il a une stratégie, une tactique juste pour pouvoir revenir dans le match. Et donc, moi je vous dirais, moi je dis, ça a été décisif. Une chance pour Domenech, aucun successeur ne s'impose. Gérard Houllier n'est pas candidat. Laurent Blanc est sous contrat avec Bordeaux et Didier Deschamps irrite la fédération. Mais le sélectionneur ne fait pas pour autant l'unanimité. L'entame catastrophique d'hier soir, 2 buts en 17 minutes, atteste que le chantier de la défense est au point mort. Et la France a encore encaissé un but sur coup de pied arrêté, le 18e de l'ère Domenech. Mercredi, les 20 membres du Conseil fédéral seront peut-être aussi influencés par l'impopularité de leur sélectionneur, plus que par ses promesses tenues hier soir. C'est une certitude, je veux dire on ira au bout. Avec ce match nul, c'est vrai, les Bleus gardent toutes leurs chances de qualification. Et sauf surprise, Raymond Domenech va s'offrir un répit miraculeux jusqu'au printemps. Automobile avec une image de rallye et Sébastien Loeb qui s'approche d'un nouveau titre de champion du monde après sa victoire sur le Tour de Corse aujourd'hui. Autre image avec du rugby cette fois et la victoire en Coupe d'Europe de Toulouse cet après-midi. Les Toulousains se sont imposés devant les caméras de France 2 face aux Anglais de Basse. Le score 18-16 avec l'essai de la victoire pour David Scrella. La page cinéma de ce dimanche avec le box-office tout à l'heure, mais avant cela, la sortie cette semaine du film événement sur Coluche, sortie mouvementée car au cœur d'une polémique. On va en parler avec l'acteur principal et le réalisateur, François-Xavier Demaison et Antoine Decaune sont avec nous. Mais avant de les retrouver, les images de Coluche, l'histoire d'un mec, un film très attendu. Pascal Deschamps, José Boulestex. Tout ce que je voulais, c'était les emmerder un peu. J'y suis arrivé, je suis bien content. Mais j'ai pas eu l'intention d'être président de la République. En tout cas, un an plus tôt, sa candidature avait fait l'effet d'une bombe. C'était le 30 octobre 1980 et l'humoriste convoquait la presse pour une drôle de déclaration. J'appelle les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pélés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes. Tous ceux qui comptent pas pour les hommes politiques à voter pour moi. Comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi. Comme le montrent ces images, Coluche le film s'amuse à reconstituer les temps forts d'un véritable événement qui secoua la France à l'époque et à nous en dévoiler les dessous. Tout commence à l'été 80. Coluche est viré d'une station de radio, puis deux pour insolence. Dans son entourage, on propose la riposte. Le réalisateur, Romain Goupil, qui travaillait avec Coluche, raconte. J'ai dit, mais c'est pas possible, ça fait la deuxième censure où on t'empêche de parler. La seule possibilité, si tu n'as pas de casier judiciaire, c'est de se présenter à la candidature à la présidentielle. On va aller en foutre en cul. On est 3 millions d'homosexuels en France. On est tous derrière toi. Pas trop près alors. Programme libertaire, déclaration protestataire. Coluche séduit les uns, il comptera jusqu'à 16% d'intention de vote, autant qu'il scandalise les autres. Son discours rassemble les déçus de la politique. Je prends les voix des abstentionnistes. Personne ne les a jamais eus. Moi, je fais acte de civisme pour ces gens-là. C'est-à-dire que les mecs que je réclame, à qui je réclame de voter pour moi, n'ont jamais voté. Tous pourris. C'est très fort autour de la campagne de Coluche, quoi. Cette idée-là que il y a une vraie séparation entre le haut de la société, sa capitale, les élites politiques, économiques et le peuple. Quand je suis arrivé, la France était coupée en deux, maintenant elle va être pliée en 4. Mais ça ne fait pas rire tout le monde. Si la droite s'agite, à gauche, certains pensent que Coluche va prendre des voix à François Mitterrand, qui lui reste pourtant serein. François Mitterrand avait beaucoup de respect pour Michel, n'était absolument pas énervé par la candidature de Michel, dont il savait bien qu'elle n'avait pas de sens, puisque d'abord moi je lui ai dit tout de suite, et qu'il y a eu un canal direct qui s'est créé entre Michel et François Mitterrand par mon intermédiaire. Et François Mitterrand n'en a jamais voulu une seconde à Coluche. C'était une blague, et les plus courtes sont les meilleures, dit-on. On ne saura peut-être jamais vraiment pourquoi Coluche s'est retiré du jeu. Reste une drôle d'aventure qui alla sans doute bien plus loin que ce qu'il avait lui-même imaginé.
Il ne représentait pas les gens. Il était les gens. Il parlait comme eux. Ce qui fait que, à la mort de Coluche, le nombre de gens qui sont venus me voir, qui est-ce qui va parler pour nous? Il n'y a jamais eu d'ambiguïté entre les gens d'une certaine catégorie et Coluche. Alors bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous. Antoine Decaune. De la housse de maison, je me sens cerné. Hein. Ben voilà, effectivement. Vous l'avez préparé celle-là? Non, pas du tout, je viens comme ça. Alors on est toujours un peu sous pression, apparemment pas, à quelques jours de la sortie d'un film. Là il y a une petite affaire, effectivement, Paul Lederman qui effectivement vous a attaqué sur le titre, en tout cas le sous-titre du titre du film. Alors est-ce qu'il y a une menace? Est-ce que ce film va sortir mercredi? Non, très sincèrement, le film sera sur les écrans mercredi, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Oui, je vous rassure, et je rassure le public qui nous regarde. Et la décision, ce sera pour mardi. La polémique, moi, d'abord, j'ai pas envie que la polémique, si polémique il y a, et le culte, elle masque le film. D'accord. Voilà, il s'agit d'un impresario qui a envie de s'approprier la mémoire de Coluche, et je pense qu'elle appartient à tout le monde, la mémoire de Coluche. Certainement pas un gardien du temple, que je considère plus comme un marchand du temple. Alors, allez, on parle du film, hein, ça c'est dit. D'abord, François-Xavier Maison, vous êtes attaqué à un personnage culte, on l'a dit. J'imagine que ça va être toujours facile de se dire, allez, je vais me mettre dans les pas de Coluche. Non, c'est sûr, c'est une responsabilité énorme, c'est un honneur d'hériter de ce rôle. On n'endosse pas impunément la salopette de Coluche en France aujourd'hui. Donc c'était très casse-gueule, il fallait pour ça que... Vous l'avez rempli un peu, vous avez grossi apparemment. J'ai pris 14 kilos, voilà, j'en ai perdu 8, voilà. Il en reste 6 à perdre, Laurent. Donc si vous pouvez faire quelque chose pour moi. Faire un petit point un petit peu sur votre... Non mais c'est vrai que c'est une responsabilité énorme. Il y a eu une attente. Et donc ça a été un travail acharné d'1 an pour être à la hauteur du rendez-vous. Il y a quelque chose d'étonnant parce qu'à la fois vous êtes Coluche et pas Coluche. Il y a une gestuelle. Vous avez travaillé effectivement sur les images d'archives, j'imagine. Ce petit geste de la main. C'est vrai qu'il y a plein de choses où les plans sont raccords par rapport à l'INA, à ce qu'on voit sur l'INA. J'ai effectivement ingurgité énormément d'images d'archives, de DVD, pour avoir le temps de les digérer surtout. Parce qu'il fallait effectivement que ce soit surtout pas une imitation, mais une incarnation. Antoine Decaune, pourquoi avoir choisi cette période-là? Il y en a plusieurs dans la vie de Coluche. Pourquoi la période des présidentielles? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Simplement parce que ce moment-là de la vie de Coluche éclaire, à mon sens, tous les autres Coluche. Et qui s'est retrouvé dans une histoire qui a une valeur de fable très claire. Je pense qu'il y a des résonances actuelles très fortes entre l'histoire qu'on raconte qui se passe en 80 et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Bon, c'est-à-dire qu'il y a le fond de l'air est pas très différent. Les gens sont assez résignés, ils se sentent assez vulnérables face à la politique, à l'économie. Il n'y a pas de vrai contre-pouvoir face à un pouvoir assez massif en place. Et il y a surtout ce manque qu'on n'a toujours pas évidemment réussi à remplacer, le manque de Coluche, le manque du personnage Coluche, celui qu'on a aimé et qu'on a suivi dans l'histoire, mais la place du bouffon qu'il a occupé. Bouffon, il tournait les choses en dérision, mais quand il décide de se présenter, finalement, il se dit c'est une bonne blague, et puis il va s'y prendre au goût, il va rentrer un petit peu dans ce personnage. Écoutez, alors, là, après, il y a plein d'interprétations possibles. Le film est une fiction. Je pars de cette histoire qui, je vous le répète, pour moi, a valeur de fable. Ce qui s'est passé, c'est que c'est parti vraiment comme une blague, une grosse connerie. Rapidement, le public qui le suivait, qui était massif, c'était quelqu'un d'extraordinairement populaire, Coluche, est devenu une force électorale. Il va monter dans les sondages. Il est monté à 16% d'intention de vote. Et là, évidemment, c'est là que le ton a changé et que tout s'est verrouillé autour de lui. Je n'arrive pas à imaginer qu'il ne se soit pas senti investi d'une mission, d'une certaine manière. Quitte une mission qu'il n'a évidemment pas réclamée. Et qu'il a à un moment donné un peu dépassé. Oui, évidemment. En tout cas, selon les uns et les autres. Est-ce qu'il était bien entouré, mal entouré? C'est pas l'objet exactement du film, en tout cas. Non, c'est pas l'objet. C'est un film qui respecte la mémoire de Coluche. J'ai fait ce film parce que j'aime Coluche et j'ai envie que les gens sortent de la salle en l'aimant encore davantage, simplement en le connaissant mieux. François-Xavier de Maison, effectivement, on découvre aussi la part d'ombre, la face cachée de Coluche. On le voit, rue Gazan, c'était plus que la fête tous les soirs. Disons que on en voit une part d'ombre parce que derrière la lumière, forcément, il y a de l'ombre et que derrière la statue, il y a un être humain avec des qualités innombrables. Il avait toujours besoin comme ça d'être entouré? Oui, je crois oui, il y avait une bande autour de lui, des gens très drôles d'ailleurs, pour la plupart, qu'il nourrissait, oui, c'était très important, cette espèce d'ébullition permanente. Tu dis d'ailleurs été. Non, une fois, je ne faisais pas partie de la bande. Et puis il y aura parfois les pressions, la paranoïa, quelque chose qui effectivement entraînera vers un cercle un peu vicieux vers la fin, en tout cas de cet épisode de la présidentielle.
Oui. Enfin, c'est ce qu'on essaie de raconter dans cette histoire. C'est de montrer la métamorphose du personnage. Et je pense, et je suis intimement convaincu que c'est parce qu'il est passé par l'histoire de l'élection présidentielle que finalement, ayant tiré leçon de ça et ayant appris à se servir du politique, il a pu monter la structure des Restaurants du Cœur 4 ans plus tard. Effectivement, il nous manque beaucoup pour ça également. Merci beaucoup. En tout cas, on rit, effectivement, on apprend beaucoup de choses, et puis on découvre et on retrouve Coluche, qui nous manque, comme vous le dites. Et moi, derrière après cette expérience, cette découverte, j'aime encore plus Coluche, quoi. Je le trouve encore plus admirable et encore plus attachant. Bon, très bien. Et puis n'oublions pas Léa Drucker, une fois encore remarquable dans ce film, qui interprète Véronique Colucci. Merci beaucoup. Donc ça sort mercredi, Coluche, le film. Histoire d'un mec. Merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt. Allez maintenant le box-office, classement des films au premier jour de leur sortie cette semaine. En tête le dernier Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, un très bon cru selon la critique avec Penelope Cruz et Scarlett Johansson. En deuxième position La Loi et l'Ordre, thriller américain avec Al Pacino et Robert De Niro. Ensuite Eden Lake, film britannique interdit aux moins de 16 ans sur le week-end d'un jeune couple qui tourne rapidement au cauchemar. Et enfin un film étonnant, Super Blonde. Bon, là pas grand chose à dire. Bon cinéma cette semaine. Et puis pour finir ces images de l'avant-première du film Mesrine de Jean-François Richer, qui s'est déroulé il y a quelques instants à Paris, dans un cinéma des Champs-Élysées. La vie du célèbre gangster français est interprétée par Vincent Cassel. Vincent Cassel qui sera notre invité dimanche prochain sur ce plateau pour nous présenter ce film en 2 volets. Avant de terminer ce journal, je vous rappelle que les 16 pays qui dépendent de la zone euro sont réunis ce soir à l'Elysée. Plusieurs décisions concrètes sont en attente. On va retrouver tout de suite sur place Mickaël Darmon. Bonsoir Mickaël, vous en savez plus sur la teneur des discussions ? Oui, écoutez, Laurent, le sommet de crise vient à l'instant de se terminer et on vient de nous annoncer qu'une conférence de presse des chefs d'État se tiendra dans quelques minutes. On voit actuellement les délégations quitter le palais de l'Élysée, donc on devrait avoir des précisions dans quelques instants, vraisemblablement sur l'annonce d'un plan d'intervention et de garantie interbancaire pour enfin relancer donc le crédit, faire repartir la confiance. On va voir si l'action politique a plus de force que la parole politique ces derniers jours. Merci Mickaël. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet. Ce soir 2 films inédits. Tout d'abord L'ivresse du pouvoir de Claude Chabrol avec Isabelle Huppert, et puis Combien tu m'aimes, film de Bertrand Blier avec la belle Monica Bellucci. Demain 13h Élise Lucet, 20h David Pujadas. Merci pour votre fidélité le week-end et passez une très belle soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.